Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire avec cette petite vidéo la fin du chapitre des fonctions de référence. Alors sachant que ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas à proprement parler une fonction, c'est plutôt une propriété qui peut exister sur les fonctions. Et cette propriété-là, on va l'appliquer en fait aux fonctions de référence qu'on a découvert dans ce chapitre. Donc vous voyez derrière moi le titre qui s'affiche, donc c'est la partie numéro 5 du cours, et le titre c'est parité, P-A-R-I-T-E accent aigu. Alors la parité d'une fonction, étudier la parité d'une fonction, c'est savoir vérifier si cette fonction est une fonction qu'on appelle paire, ou alors une fonction impaire. Alors attention, ce terme de fonction paire, fonction impaire, ça n'a rien à voir avec les nombres pairs et les nombres impairs. Il y a une analogie, mais bon, on a vraiment une autre définition qu'avec les nombres pairs et impairs. Et donc on va écrire cette définition tout de suite. Je précise tout de suite que on peut très bien avoir une fonction qui ne soit ni paire ni impaire. On n'est pas obligé de ranger toutes les fonctions dans une des deux catégories. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est paire ou impaire? On va l'écrire tout de suite ici. Donc soit f une fonction, soit f une fonction définie sur un intervalle d, donc je vous rappelle que du coup ça veut dire que d va être l'ensemble de définitions de cette fonction, et soit x appartenant à d. Donc un petit rappel de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que là, on a l'ensemble de définitions de notre fonction. Ça peut être un intervalle. Je rappelle qu'on a le droit aussi aux réunions d'intervalles, puis ça peut même être R, par exemple. R est un intervalle aussi. Et on choisit donc un nombre, qui va être un des antécédents possibles pour la fonction. Donc on va noter x. Donc voilà. Alors, première condition pour vérifier qu'une fonction, est paire ou impaire. Donc, si moins x appartient à d. Alors, on dit deux points. Alors cette petite condition, on va la souligner en vert, parce qu'elle est quand même importante, si moins x appartient à d. Quand on veut vérifier si une fonction est paire ou impaire, on va étudier ce qui se passe pour un nombre x qu'on a choisi dans l'ensemble de définition, et on va aussi étudier ce qui se passe pour son opposé à ce nombre-là. Donc il faut que l'opposé de mon nombre se trouve encore dans l'ensemble de définition de la fonction. Si j'ai par exemple la fonction racine carrée et que je choisis x égale 3, bon bah racine carrée de 3 ça peut se calculer. Le problème c'est que moins 3, l'opposé, n'est pas dans l'ensemble de définition de la racine carrée. Donc là ça ne marcherait pas. Donc il nous faut une fonction définie sur un ensemble, et il faut que dans cet ensemble, je puisse prendre un nombre et que son opposé soit encore dans cet ensemble-là. Bon. Et maintenant, on a plusieurs cas possibles. On va étudier l'image de moins x par rapport à l'image de x. C'est-à-dire que vous avez votre nombre de l'ensemble de définition, vous avez son opposé, et on étudie les images de ces deux nombres. Il y a plusieurs possibilités. Donc, première possibilité, on dit que f, c'est la suite de la phrase, alors on dit que f est paire si et seulement si, je rappelle que si et seulement si en mathématiques c'est l'équivalence, et donc la condition c'est que f de moins x soit égal à f de x. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel nombre de l'ensemble de définitions, vous prenez son opposé, et bien ces deux nombres-là vont avoir exactement la même image. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a affaire à une fonction paire. Donc ça, paire, on va le souligner en rouge aussi. Voilà. Maintenant, il y a une autre possibilité. On va dire que f est impair si et seulement si. Alors là, j'en profite pour vous montrer une petite notation en mathématiques qui sert beaucoup à la prise de notes de cours de maths quand ça va un petit peu vite. Alors bon, c'est vrai que c'est plutôt en études supérieures qu'on a besoin de ce petit symbole-là. Mais cette petite notation, ce petit sigle, c'est pour le si et seulement si. Voilà.
Donc que f est impair, si et seulement si. Et là, il se passe autre chose, ça serait f de moins x qui serait égal à moins f de x. Ça veut dire que l'image d'un opposé, c'est l'opposé de l'image. Alors on va voir un exemple ce que ça veut dire. Donc vous retenez bien cette définition. Une fonction paire, vous prenez un nombre x, vous prenez son opposé moins x, les deux ont la même image. Ça c'est une fonction paire. Une fonction impaire, vous avez votre nombre x, vous avez son opposé. Eh bien leurs images sont opposées elles aussi. C'est un peu comme ça que ça peut se traduire. Bien. Et si jamais vous avez une fonction qui ne rentre pas dans les cases qui sont là, c'est-à-dire que vous avez affaire à une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Ça peut arriver, hein, ça c'est pas grave du tout. Mais voilà ce que c'est que les fonctions paires et fonctions impaires. Bon, alors maintenant, on va passer à un petit exemple très rapide. En fait, on va faire un petit exemple de fonction paire, de fonction impaire. Alors j'insiste sur un petit fait. Si vous voulez prouver que vous avez une fonction paire ou une fonction impaire, vous ne pouvez pas choisir juste un nombre. Vous ne pouvez pas dire, pour la fonction que j'ai là, eh bien f de moins 3 c'est égal à f de 3, parce que peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres nombres. En fait, si vous voulez prouver que votre fonction est paire ou impaire, il faut garder le x. Il faut prouver que ça marche pour tous les x. Alors on va faire des petits exemples. Bien. Alors on ne va pas aller chercher très très loin, on va prendre nos petites fonctions de référence qu'on a vues déjà en première partie du chapitre. Donc on va prendre la fonction f qui a x associe x carré sur R. Je rappelle que l'ensemble de définition de la fonction carré c'est R, on peut prendre n'importe quel nombre. Bien. Alors, maintenant, si on a x qui appartient à R, moins x appartient aussi à R, ça pose pas de souci. Et on va voir ce qui se passe quand on a f de x et f de moins x. Bon, f de x, f de x, c'est x carré. F de x, c'est la formule de la fonction. Donc f de x, c'est x carré, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je veux écrire f de moins x, il n'y a rien qui m'interdit d'écrire f de moins x. Bon, sachant que la fonction f c'est la fonction carré, c'est-à-dire que j'ai juste à recopier ce qu'il y a là et mettre un carré par-dessus. Donc ça veut dire que f de moins x, c'est moins x au carré. Vous remarquerez que j'ai mis des parenthèses, parce que le moins fait partie de l'antécédent, et donc le moins aussi est concerné par le carré. Bien. Sauf que le moins, puisqu'il est concerné par le carré, on sait très bien ce qui se passe pour des moins, quand on les élève au carré, ça disparaît. Si vous préférez, moins x au carré, c'est comme moins x fois moins x. Et donc le moins disparaît. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x carré. Bien. Et là, c'est assez flagrant. On a exactement la même formule. Ce qui veut dire que là, on est bien dans le cas où f de x égale f de moins x. Donc, f de moins x égale f de x. Et là, vous remarquerez qu'on l'a prouvé pour tous les nombres possibles. Absolument tous. On n'a pas pris un exemple en disant ça marche pour cet exemple-là, on a pris tous les nombres possibles, et on a montré que pour tous les nombres possibles, eh bien l'image de moins x, ça donnait la même que l'image de x. Et donc du coup, on a bien une fonction paire. La fonction carré est paire. Bien. On va faire un deuxième petit exemple. On va prendre la deuxième fonction de référence qu'on vient de voir, qui est la fonction inverse. Donc, on va prendre un petit g. Donc, la fonction g qui a x associe 1 sur x. Ça, c'est la fonction inverse. Attention à la fonction inverse, elle est définie sur ce qu'on a appelé R étoile, ou si vous préférez, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc ça, on le met sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Je rappelle que ça, c'est ce qu'on a appelé aussi R étoile. Ceux qui le veulent, pour aller plus vite, peuvent mettre R étoile s'ils le souhaitent. Bien. Là aussi, le choix d'x pose pas trop de soucis, parce que si vous choisissez un x dans un de ces deux intervalles, eh bien son opposé va se retrouver dans l'intervalle d'en face.
Je prends un exemple, je choisis un x là-dedans, n'importe lequel, eh bien je vais avoir un nombre strictement positif. Donc moins x, ça va me faire un nombre strictement négatif. Moins x se retrouvera donc ici. Inversement, si je choisis un x qui est ici, c'est-à-dire que x est strictement négatif, et donc moins x, lui, sera strictement positif. Donc il se retrouvera dans l'autre intervalle. Donc le fait de mettre un moins devant mon x, il n'y a aucun problème, hein, même si la fonction n'était pas définie sur R. Et donc maintenant, je vais voir ce qui se passe quand je calcule g de x et g de moins x. Je vais faire exactement la même chose que pour ma fonction f. Je vais commencer par le plus facile, je vais commencer par g de x. Pourquoi c'est le plus facile? Puisque g de x, c'est parce que g de x, en fait, c'est votre formule de fonction. Donc g de x, c'est 1 sur x. Bien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour g de moins x. Donc g de moins x. Eh bien, quand on a un moins x à la place d'un x, ça veut dire que là où on avait écrit un x avant, bah, cette fois-ci, il faut mettre un moins x. Donc ça va me faire 1 sur moins x. Bien. Mais on sait qu'en mathématiques, des fractions négatives, on peut mettre le signe moins où on veut. Et la plupart du temps, pour simplifier la présentation, le moins, on va quand même souvent le mettre devant la fraction. Donc, si je veux, j'ai tout à fait le droit de réécrire en moins 1 sur x. Et là aussi, c'est assez rapide, on fait vite le lien, on se rend compte que le 1 sur x, c'est ce qu'on avait là-haut. Donc ça veut dire que là, j'ai bien un moins, donc g de moins x est égal à moins g de x. Ce moins, il était là-dedans, le moins qui est là, c'est celui-ci. Et là, ça correspond avec la définition d'une fonction impaire. Conclusion, donc, g est impair. Voilà. Donc, après, bon, il existe énormément de fonctions paires et impaires différentes. Par contre, la plupart du temps, prouver qu'une fonction est paire ou impaire, ça se passe à peu près toujours de la même façon. Vous avez votre formule de fonction et vous mettez un moins x à la place de x dans cette formule de fonction. Et votre boulot, c'est de voir si finalement ce moins que vous avez mis devant le x, est-ce qu'il va se mettre devant l'image de x? Est-ce qu'on va pouvoir l'écrire devant le f de x? Ou est-ce qu'il va disparaître quelque part dans le calcul? Et c'est comme ça que vous saurez si votre fonction est paire ou impaire. Maintenant, si vous ne pouvez rien en faire de ce moins, eh bien c'est bien que vous avez affaire à une fonction qui ne sera ni paire, ni impaire. Et il y en a pas mal. Bien. Alors, il nous reste maintenant un dernier petit point. C'est très très rapide, hein, les fonctions paires et impaires. Vous vous dites peut-être, bon alors c'est bien joli tout ça, mais finalement, à quoi ça sert de savoir qu'il y a des fonctions paires, des fonctions impaires? Finalement, on vivait très bien comme ça avant, pourquoi on ne continuerait pas? Eh bien c'est parce qu'en fait, les fonctions paires et impaires, elles ont tout un tas de propriétés qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps à partir du moment où on sait qu'on a affaire à une fonction paire ou impaire. On peut emprunter des raccourcis. Et alors, vous en verrez plusieurs dans votre scolarité. Un des raccourcis les plus sympas, les plus rapides qu'on peut faire, c'est quand on va essayer de tracer ces fonctions-là. On va écrire un mini-titre qui s'appelle particularité graphique. Deux points. Comme vous écririez une définition ou une propriété. Vous l'écrivez en normal souligné en vert. Particularité graphique. Et quand on va vouloir tracer une fonction paire, une fonction impaire, ça va être assez pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, on va faire un premier point, si f est pair, alors C de f, je rappelle c'est un C cursif, ça veut dire la courbe de f, est symétrique, par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est même mieux qu'un si alors, c'est une équivalence. Donc là, excusez-moi, je vais devoir vous demander de gommer un petit peu.
autant pour moi, f est pair si et seulement si C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va bien souligner l'axe des ordonnées. Et en dessous, on va avoir un deuxième point avec le même genre de propriété pour les fonctions impaires. F est impair si et seulement si C de F est symétrique par rapport à l'origine Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que c'est exactement ça qu'on a découvert, qu'on a remarqué lorsqu'on a étudié les deux courbes, la courbe de la fonction carrée et la courbe de la fonction inverse. On s'est aperçu que c'était respectivement des courbes, donc la première symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, la deuxième symétrique par rapport à l'origine. Eh bien, on va aller un petit peu plus loin. On va maintenant savoir que c'est le cas pour toutes les fonctions paires. Toutes les fonctions paires ont cette propriété de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que quand vous voudrez tracer une fonction paire, vous avez finalement juste à calculer quelques points à droite de l'axe des ordonnées. Et pour ceux qui sont à gauche, eh bien, vous aurez juste à tracer les symétriques. Et puis là également, si vous voulez tracer une fonction impaire, vous calculez quelques points à droite de l'origine, et avec une petite symétrie centrale autour de l'origine, par rapport à l'origine, eh bien, vous aurez l'autre moitié des points. Alors si vous voulez illustrer ça, vous pouvez tout à fait, alors je n'ai pas beaucoup de place, mais vous pouvez le faire vous sur votre feuille, retracer une nouvelle fois très rapidement, voilà, la fameuse courbe en U, la fameuse parabole en U de la fonction carrée, avec cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis, ici, très rapidement, l'hyperbole de la fonction inverse. Même s'il y a une valeur interdite, ce qui n'est pas toujours le cas pour les fonctions impaires, même s'il y a une valeur interdite, on a bien cette symétrie par rapport à l'origine. Et voilà, et donc après, pour appliquer tout ça, il suffira de regarder dans quelques petits exercices les différentes applications. Pour cette année, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Voilà, et bien sur ce, à la prochaine.